C'est sans doute l'une des scènes d'introduction les plus iconiques du cinéma. Le bain de minuit qui a traumatisé toute une génération. C'est avec ces quelques plans que Steven Spielberg ouvre les dents de la mer, qui deviendra un succès planétaire, hissant le jeune réalisateur comme digne héritier d'Alfred Hitchcock. Car avec ce film, Spielberg nous propose une mise en scène tout en suspense, qui peut se résumer en ces quelques plans d'introduction d'un film qui a terrorisé des milliers de personnes. Laissez-moi vous parler des 5 premières minutes des Dents de la mer. Et tout commence dans l'eau. Tout comme Ridley Scott filmera l'intérieur du vaisseau dans Alien, Spielberg fait de même avec un autre environnement, l'océan. Les premières secondes du film nous plongent sous l'eau, car c'est cet environnement qui sera à l'avantage du requin. Tout comme le vaisseau d'Alien deviendra une menace à part entière pour son équipage, l'océan deviendra un danger permanent pour les habitants d'Amity. Le message est clair, on n'est à l'abri nulle part. Tout l'objectif de ces premières minutes, c'est de nous conditionner à la peur. Et pour ça, Spielberg va utiliser 2 outils, la musique et la vue subjective. Il nous plonge dans l'eau à la première personne avec cette musique dorénavant si célèbre qui accompagne les plans. Une musique qui monte en crescendo avec des notes toujours plus rapprochées qui signifie que quelque chose se rapproche. La musique monte, et puis rien. Pas de climax, pas de révélation. Cette façon de couper la musique crée déjà du malaise chez le spectateur et participe à la mise en place du suspense. Un suspense qu'Alfred Hitchcock expliquait en prenant l'exemple d'une bombe posée sous une table. Si le spectateur n'est pas au courant de cette bombe et que cette dernière explose, le spectateur est surpris. Par contre, si le spectateur a été mis au courant de l'existence de cette bombe sous la table, le public s'investit davantage dans la scène et attend de voir la bombe exploser. Suspense. Maintenant, imaginez une troisième situation. En amont, le réalisateur filme la table en travelling avec une musique stressante, et lorsque la caméra s'apprête à dévoiler le dessous de la table, on coupe sur les personnages qui rentrent dans la pièce. À ce moment-là, le spectateur sera curieux de voir ce qu'il y a sous la table, suspense, sans pour autant savoir ce qu'il va se passer après. Surprise. En réalité, Spielberg vient juste de nous mettre une idée dans notre tête. Une petite idée qui ne va pas nous quitter tout le long du film. L'eau est un danger. Ainsi, chaque fois que l'on verra l'océan, à chaque fois que nous verrons des baigneurs, la peur reviendra nous hanter. Une peur que Spielberg peut maintenant faire apparaître quand il le souhaite, avec juste 2 éléments, une vue subjective et une musique. Avec cette idée, on va ressentir de l'angoisse pour toutes les personnes qui se baigneront plus tard. Exactement comme Brody. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la séquence se termine sur une surimpression de Brody se réveillant, car à ce moment-là, on est déjà dans sa tête. On est tout comme lui, prêt à faire face à l'océan. En 5 minutes, Spielberg nous a déjà mis dans la peau de son personnage, découvrant avec lui les ravages que ce monstre peut provoquer. Et j'utilise bien le mot monstre, car après tout, pourquoi on pense à un requin ? Alors oui, bien sûr, c'est un requin, mais avouez qu'il n'est pas très réaliste. Le requin a toujours l'air aussi faux. Et je ne parle pas de sa maquette, mais bien de son comportement. On parle quand même d'un requin tueur en série. Et si ce requin n'était qu'une représentation matérielle de quelque chose de plus grand ? La peur. Dans la scène d'introduction, la jeune fille semble être attrapée par la jambe, mais pourtant elle ne criera pas. Son expression à ce moment-là, ce n'est pas de la douleur. Son expression, c'est la peur. La peur de se faire engloutir dans les ténèbres, la peur de tomber dans un autre monde. Et d'ailleurs, si le titre américain suppose l'existence d'un requin, c'est bien le titre français qui se rapproche le plus de l'idée du film, car c'est bien la mer qui avale et tue les baigneurs. C'est bien la mer qui encercle l'île, on la verra sur plusieurs plans du film, et c'est la même mer qui séparera le corps des baigneurs en premier. L'océan est présenté comme un autre monde, froid et sans vie, à l'inverse du monde des hommes qui est présenté comme chaleureux et plein de vie. Cette opposition est montrée dès l'introduction. Ce fameux climax qui n'arrive pas, c'est pour délimiter les 2 mondes. Celui de l'océan, qui est sombre et glacial avec une musique angoissante, et celui des humains, chaleureux avec une musique jouée à l'harmonica. Une opposition qui sera visible sur le plan large avec la mer qui encercle les adolescents, comme pour rappeler que le danger est tout proche. Un danger qui continuera d'alerter le spectateur comme avec cette barrière qui fait office d'interdiction. Une interdiction que les jeunes adolescents vont braver avec ce plan qui sonne comme une prophétie aux yeux du spectateur. Des barrières qui encerclent la jeune fille, semblables à une rangée interminable de dents. Christy court vers sa mort, et le spectateur le sait. Cela sera confirmé avec ce plan de Christy dans l'eau, noyée dans cette teinte bleu foncé,
appartenant à l'océan. Il est déjà dans les profondeurs. À l'inverse du garçon qui est resté sur le rivage, le soleil est toujours présent. L'attaque du requin survient alors et un montage alterné termine définitivement de séparer ces deux mondes. Les cris et le bruit d'un côté, le calme sur la terre ferme. Christie est passé de l'autre côté. Et tout comme le maire ne prêtera pas attention aux mises en garde de Brody, le jeune garçon n'entendra ni les appels à l'aide, ni la cloche qui sonne l'alerte.